Cette campagne électorale entre affaires et sujets de fond quand même, c'est avec Bruno Retailleau qu'on va en parler ce matin, qui est le pivot de la campagne de François Fillon et qui, par ailleurs, celui qui préside le groupe Les Républicains au Sénat. Bruno Retailleau, bonjour. Bonjour. Merci d'être dans les studios du Figaro. Optimiste avant la convocation demain de François Fillon par les juges d'instruction? Non, déterminé. La question, c'est pas. Parce qu'il n'est pas du tout certain qu'il soit mis en examen quand même. Écoutez, on ne lui a jamais fait de cadeau, je ne vois pas pourquoi on en ferait un cette fois-ci. Non, la question n'est pas celle-ci. Je crois qu'y compris dans sa tête, il l'a totalement évacuée. La question, c'est celle du relèvement de la France. C'est celle de l'appauvrissement des Français auquel il faut mettre un point final, avec un projet qui est un projet... C'est audible ça par les Français? Bien sûr, ça va le devenir. Il y a toutes ces histoires. Écoutez, ça fait 5 ou 6 semaines. C'est du jamais vu, c'est sans précédent que François Fillon est la cible d'attaques convergentes. Alors, ça commence à venir pour les autres, on va en parler. Deux, trois petits points quand même. Cette histoire de costume, là, c'est normal que ça se retrouve devant le déontologue de l'Assemblée nationale, c'est le règlement? Peu importe, c'est pas la question. C'est bizarre quand même de se faire payer ses costumes par un copain. Rien n'interdit. Vous savez qui c'est, non? Non, je ne sais pas qui c'est. C'est pas vous qui passez chez Arnis avec votre chéquier. Non, moi je ne m'approvisionne pas dans cette belle maison française. Ouais, il faut être un peu plus prudent, non, à l'avenir, quand on est... Prudent sans doute, mais écoutez, il n'y a que lui qu'on affuble de tous les maux. Bientôt, on va l'accuser d'avoir scié la corne, vous savez, du rhinocéros, du Thoiry. Mais on se demande aussi pourquoi ses enfants lui remboursent l'argent, une partie de l'argent qu'il leur a versé comme assistant parlementaire. Mais c'est une question familiale. Oui. Tous les jours, on le déshabille, au sens propre. Quand je me suis marié, je n'ai pas remboursé mes parents. Ah ben moi j'ai participé. Ah, vous avez participé? J'ai participé à mon mariage, vous voyez. D'accord. Moi je suis devenu d'un milieu rural et j'ai participé aux frais du mariage parce que c'est beaucoup d'argent et que c'est normal quand les enfants travaillent que puissent participer. Mais enfin parlons du fond. On est à quelques semaines, à quelques semaines d'une élection présidentielle. C'est un homme qui aime l'argent. C'est vrai, vous le connaissez bien? Non, franchement, pas plus qu'un autre. Je le connais Alors, bien. Vous avez demandé, vous n'êtes pas le seul. À ce qu'on ne s'occupe pas que de Fillon, qu'on s'occupe aussi des principaux adversaires de M. Fillon. Marine Le Pen est rattrapée par le fisc aujourd'hui parce qu'elle aurait sous-évalué une partie de son patrimoine immobilier. Vous voyez qu'il n'y a pas que François Fillon. M. Emmanuel Macron est rattrapé aujourd'hui par une association qui fait la chasse à la corruption et qui estime que ses revenus, à une période où il était banquier, ne sont pas tout à fait conformes à ce qu'il a déclaré au fisc. Donc, il y a quand même, aujourd'hui, de la part, je dirais, d'une opinion en général, le besoin d'une certaine probité, d'une certaine transparence. Qui a besoin de transparence? Vous êtes d'accord avec ça? Je suis parfaitement d'accord. Mais on n'a pas besoin, nous, de ce genre d'arguments pour contrer nos adversaires. On a une élection présidentielle qui arrive à grands pas. Ouais. De quoi parle-t-on? On parle de costumes, on parle d'affaires, on parle de tout sauf du principal. De faire campagne? Bien sûr, bien sûr depuis. Je ne peux pas vous dire, mais il y a des attaques convergentes. Je pense que ce qui insupporte un certain nombre de ces personnes qui essaient de l'empêcher d'aller au premier tour, c'est parce qu'il a un programme qui est un programme très fort, qui ne fait pas dans la demi-mesure, qu'il croit en des valeurs, des convictions traditionnelles. Il le dit d'ailleurs, il ne le cache pas, il le dit haut et fort. Mais très franchement, on n'a pas besoin de s'appuyer sur les affaires de Mme Le Pen ou de M. Macron pour pouvoir gagner la présidentielle. Éric Ciotti dit quand même qu'il y a un acharnement des médias. Il accuse des médias. Il dit que les médias sont quand même très pro-Macron. Écoutez, moi j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Éric, bien sûr, mais aussi Jean-Pierre Chevènement. Oui, alors c'est devenu votre référence, là, une interview dans l'Express. Écoutez, moi je viens d'une mouvance souverainiste, donc Jean-Pierre Chevènement, je l'ai connu, côtoyé quand il était sénateur. Et j'ai toujours des relations qui sont des relations d'estime, parce que c'est un homme politique qui ne se contente pas de parler, il réfléchit. D'accord. Alors, néanmoins, François Fillon ne s'est jamais effondré dans les sondages, il est toujours resté entre 18 et 20%. Ça veut dire qu'il a un socle solide d'électeurs. On l'a vu d'ailleurs lors de la manifestation du Trocadéro. Je ne sais pas s'il faut appeler ça une manifestation ou un meeting. Un rassemblement. Un rassemblement. Vous faites la balance. Est-ce qu'il doit aller au-delà pour aussi pouvoir espérer gagner? C'est possible? Bien sûr, il y a ce socle, mais il y a surtout
une envie des Français. C'est quoi ce socle d'ailleurs? Mais ce socle, ce sont tous les Français qui en ont marre du fiasco de François Hollande. Ce socle, ce sont les Français qui croient encore à la France, qui veulent que le déclin puisse être stoppé. Quand vous avez traditionnaliste, ça vous fait bondir, ça. C'est ridicule, ridicule. Moi, j'ai vu la foule de Trocadéro. Qu'est-ce que cette foule pacifique a brandi? Les couleurs françaises, on doit en être fiers, voilà, de façon, encore une fois, extrêmement sereine, extrêmement calme. Simplement, on a une France qui est en train de chuter. On a une bombe à retardement avec les taux. Attendez, on a une bombe à retardement avec la dette et on a un chômage de masse. On a un chômage de masse. Les gens n'en veulent plus. Donc, ils voient bien que François Fillon, pour la première fois depuis 40 ans, ne propose pas des demi-mesures, il propose un choc pour relancer le pouvoir d'achat des Français, pour relancer le plein emploi. Et c'est possible. Et finalement, ces affaires, ça a peut-être été bénéfique d'une certaine façon, parce que ça a resserré les liens, non? Les rangs. Alors, on s'en serait bien passé. Je m'en doute. Une chose est claire, simplement, il a quand même montré durant ces longues semaines où il a été terriblement attaqué, lui et sa famille, où il a terriblement souffert, sa solidité. Et je pense que les Français veulent un président de la République qui soit fort dans un monde ensauvagé. Quand vous voyez Emmanuel Macron qui déclare à Londres... Un monde ensauvagé. Un monde ensauvagé. Regardez le retour des grands empires. Regardez l'Iran, l'Empire perse, l'Empire ottoman avec M. Erdogan, Xi Jinping avec la Chine, non, je pensais Poutine que vous avec des clans de banlieue. La Russie. Mais aussi en France, la délinquance, les banlieues qui flambent. On n'en parle pas beaucoup. Le gouvernement, ce gouvernement et ce quinquennat, c'est le fiasco. Comment il fait avec un programme qui n'est pas simple, vous l'avez dit, qui est réaliste à vos yeux en tous les cas, mais qui est dur, qui demande des efforts, et qui, avec un homme qui est lesté quand même par quelques affaires qui peuvent introduire le doute. Comment on fait pour aller au-delà de ces 20%? Les efforts, c'est maintenant que les Français doivent les faire, avec des millions de chômeurs, avec une pauvreté, avec un pouvoir d'achat qui s'écroule, puisque désormais le revenu moyen des Français est inférieur de 13% au revenu moyen des Allemands. Ce que veut faire François Fillon, c'est redonner un espoir. Il sera le candidat du pouvoir d'achat, par exemple avec le forfait, la baisse des cotisations sociales. Ça passe par un moment de déficit supplémentaire ou pas? Oui, il va y avoir malheureusement le déficit que va nous donner M. Hollande. Oui, pour mettre en place votre politique, vous avez été obligé de le creuser encore un peu plus. Très peu, puisque dès 2019, on revient sous la barre des 3%, et il est le seul candidat en fin de mandat à revenir à l'équilibre. M. Macron nous condamne, par exemple, à un déficit à perpétuité, donc à une explosion de dette. Pourquoi ? Parce qu'il assume, lui, les 3%. Il ne dit pas je vais revenir à l'équilibre. Sauf que 3% de déficit, c'est toujours plus de déficit, et c'est donc toujours plus de dette. 3%, il est dans les clous du pacte de stabilité. Non. Le pacte de stabilité, c'est l'équilibre. On tolère jusqu'à 3%. Et les Français savent bien que quand on est une famille, on ne peut pas être constamment en déficit, parce qu'on accumule de la dette. Et quand les taux, comme ils le font actuellement, augmentent, à ce moment-là, vous avez un mécanisme qui explose à un moment ou à un autre, et la situation grecque peut sauter à la gorge de la France un jour ou l'autre. François Fillon dit que Emmanuel Macron est surestimé dans les sondages. C'est votre avis? Moi, je le crois, bien sûr. D'accord. Je le crois. En tout cas, c'est le candidat. Est terriblement dangereuse aussi. Marine Le Pen est dangereuse. Elle n'est pas dangereuse pour nous, elle est dangereuse pour les Français les plus modestes. Elle a un projet qui est le programme commun des années 70. Elle veut nationaliser, revenir à la retraite à 60 ans, ça sera l'appauvrissement des retraités, et surtout sortir de l'euro. Donc sortir de l'euro, c'est l'effondrement du pouvoir d'achat. C'est elle qui fait la course en tête. Oui, bien sûr. Elle peut faire plus de 30% au premier tour? Non. Ah, ça, c'est exclu? Non, je ne le pense pas, parce qu'il y a un bon sens populaire. Et quand les Français vont aller au-delà de la déclaration qu'elle fait, elle prétend faire campagne au nom du peuple, elle fait campagne sur le dos du peuple. En réalité, elle a besoin d'un système, elle a besoin d'une droite qui soit une droite honteuse, qui n'assume pas ses valeurs. C'est comme ça que le Front National a toujours prospéré. Ce que propose François Fillon, précisément, c'est une rupture claire et nette pour relancer l'économie, l'emploi, le pouvoir d'achat, et pour redresser la sécurité en France. Et Macron, c'est le candidat de quoi, lui? Il risque d'avoir le candidat de Valls, c'est des valsistes. C'est le candidat de M. Hollande. Bien sûr. C'est son faux nez. Écoutez, dis-moi qui te soutient et je te dirai qui tu es. Monsieur Minck, j'en ai appris qu'un certain nombre de Hollande. Mais bien sûr, il était avec Juppé, Monsieur Cohn-Bendit, etc. Et vous allez voir tous les classiques de la gauche. Vous avez Monsieur Delevoye aussi qui était à votre place hier. Voilà, Monsieur Delevoye, peut-être il y a quelques soldats perdus, mais on sait très bien d'où il vient. Il a inspiré le programme économique, il l'a mis en application de François Hollande, et c'est la gauche bobo. C'est la gauche qui accuse la France de crimes contre l'humanité, en même temps qu'il nous dénie ce que nous avons de meilleur, la culture française. Donc on voit bien qu'il vient de cette gauche bobo qui est multiculturaliste et communautariste. Le programme de... C'est Benoît Hamon qui le dit, on avait tendance à l'oublier, mais il dit
Le programme de François Fillon, c'est une thérapie de choc qui risque d'aller au chaos. Comment on fait? C'est une vraie question, en dehors de toute... Non, mais le chaos... Comment on fait pour éviter qu'il y ait des millions de Français dans la rue qui défilent contre les réformes que vous préconisez? On leur donne une vision, on leur donne un horizon. Et surtout, il y a une pédagogie de la réforme. Il faut faire l'inverse de ce que François Hollande a fait avec un discours du Bourget et des textes de loi qui étaient en application. Il ne faut pas mentir. Et il faut aller vite. Oui. Dans les 3 premiers mois. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est préparer, bien sûr, en partie par ordonnance. Elles sont prêtes, les ordonnances? Elles seront prêtes. Et je peux vous dire que d'ici le 2e tour des élections présidentielles, les principaux textes seront prêts, notamment sur les 3 grandes urgences qui sont la sécurité, le desserrement des contraintes, physique, le desserrement des contraintes pour tuer la peur de l'embauche, bien sûr, et la fiscalité, la baisse des charges massives pour relancer l'emploi très très vite. Et dès la fin de l'année, il l'a dit, y compris sur les ménages. Absolument, les Français verront que quelque chose de nouveau se passe et que notre pays est en train de se redresser dès la fin de l'année. Mais il faut, dans les 3 premiers mois, prendre des décisions qui seront courageuses. Mais vous savez, elles ne sont pas plus dures que ce qu'ont fait les autres pays européens. Beaucoup d'autres l'ont fait. Je vous rappelle que les 39 heures, les Français savent ce que c'est. Ils ont les 35 heures. Dans la fonction publique, on est à 39 heures. On monte à 39 heures, mais on est payé 37 ? Dans la fonction publique, on monte progressivement à 39 heures, on fait une négociation et il y a des contreparties pour partie salariale, des déroulements de carrière qui seront meilleurs, des rémunérations qui seront plus individualisées et des conditions de travail, là encore, qui seront améliorées. Donc c'est comment dirais-je, un package qui sera négocié et je vous assure que les fonctionnaires savent très bien qu'au bout du bout, on ne peut pas payer des salaires ou des pensions, des traitements ou des pensions en empruntant. C'est plus possible. Donc il y a cet effort à faire, mais cet effort permettra justement de revaloriser la fonction publique. On voit que l'Europe est dans un triste état, avec des nationalismes qui s'expriment ici et là, pas toujours pour les mêmes raisons d'ailleurs. On voit qu'en Écosse, les Écossais veulent, eux, ne pas participer au Brexit et veulent rester dans l'Europe. En revanche, aux Pays-Bas, en revanche, en France, on se demande si nos pays ne sont pas peut-être appelés à sortir de l'Europe si c'est Geert Wilders chez eux et chez nous, Marine Le Pen. C'est inquiétant, tout ça. Bien sûr, c'est inquiétant. Je vous disais il y a quelques instants que le monde est de plus en plus brutal. L'ONU est terriblement affaiblie et on voit bien qu'il y a des grands États, des empires qui se reconstituent. Ce serait terrible, la dislocation de l'Europe, ce serait terrible. C'est la raison pour laquelle... Comment on fait pour l'éviter ? On l'évite de façon très simple. On l'évite, en relançant le couple franco-allemand. Il ne peut y avoir de couple franco-allemand que sur la base d'une égalité. Donc, que par le redressement de la France. Sinon, la voix de la France n'existe plus, on le voit aujourd'hui. Deuxième chose, on recentre l'Europe sur quelques priorités, là aussi, les frontières, la sécurité, la défense, l'euro bien sûr, mais on la relance avec les peuples, avec les nations. Sans consulter les peuples aussi, je crois. Vous ne voulez pas revenir, vous ne voulez pas renégocier les traités, quoi. Non, on va perdre du temps. Simplement, on le fait sur la base des gouvernements et des nations, et non pas sur la base du bureaucratisme ou du technocratisme. C'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'a proposé à Angela Merkel, d'ailleurs, le 23 janvier dernier, François Fillon. Il faut aussi assumer une Europe qui soit une Europe d'une civilisation. Qui ne soit pas seulement l'Europe d'un marché unique ou d'une monnaie unique. Il y a le problème d'identité. Quelle est l'identité européenne, une fois pour toutes ? C'est Athènes, c'est Rome et c'est Jérusalem. C'est la raison pour laquelle... Et c'est certainement pas Ankara. Parce que vous savez parfaitement que la Turquie n'est européenne que pour près de 5% et seulement 5% de son territoire. Donc il faudra dire et assumer, et pour sortir de l'hypocrisie actuelle, que la Turquie n'a pas vocation à rentrer dans l'Union européenne. 2 petites questions, j'aimerais bien avoir votre sentiment, mais je crois le deviner. Optimiste ? Déterminé. Déterminé. Oui, parce que la détermination n'est pas synonyme. L'optimisme peut être d'humeur, la détermination est une question de volonté. Et si d'aventure, Premier ministre ? Il y a beaucoup de... Non, mais je vais vous dire, je n'ai rien demandé à François, il ne m'a rien proposé. Il prendra le meilleur Premier ministre en fonction de la situation politique du 2e tour. C'était le talk de Bruno Retailleau, qui est le pivot de la campagne de François Fillon. Et maintenant, Mathilde Sirot nous a rejoint pour poser vos questions, chers internautes.
Bonjour Mathilde. Bonjour Yves, bonjour Bruno Retailleau, merci d'être avec nous. Beaucoup d'internautes vous écoutent actuellement en direct sur la page du Facebook du Figaro. Et vous savez, cette élection est assez particulière, cette campagne est très incertaine. Gilles pose une question, si François Fillon est élu en mai, comment fera-t-il pour redonner confiance, du peuple, des électeurs envers leurs représentants ? En appliquant strictement son projet. C'est un projet qu'il aura exposé, c'est un projet courageux et c'est simplement en reprenant les mesures sur lesquelles il se sera engagé, sur lesquelles il aura une légitimité populaire, cette légitimité qui manque trop souvent, mais qui est donnée par l'élection, et c'est en ne se reniant pas, en ne renonçant pas, en ne faisant pas de demi-mesure qu'il convaincra les Français. Et je le disais il y a quelques instants à Yves Tréhard, avant la fin de l'année, les Français verront que les choses bougent et que le pays est sur la voie du relèvement, du redressement. Est-ce que le débat du 20 mars sera un événement, une date importante dans la campagne? Et comment François Fillon se prépare à ce débat Pendant premier les primaires, débat. on a Tu vu... vas opposer les cinq principaux candidats. Voilà. Pardon pour les autres. Les débats sont importants. C'est un élément, c'est pas l'élément fondamental, mais l'expérience, en plus. une élection, absolument. Une élection, c'est une comparaison. Et je pense que quand on verra François Fillon entre Mme Le Pen et puis M. Macron, d'un côté Mme Le Pen qui veut revenir au programme commun qui serait la ruine de la France et des Français, de l'autre côté M. Macron qui dit qu'il revendique son immaturité politique dans un monde sauvage, dans un monde désordonné. Vous vous rendez compte, je pense que seul François Fillon a la capacité de gouverner, de présider la France et en même temps, il a un projet de réforme. Chez moi, à Angers, tout près de chez moi, M. Macron a dit l'autre jour que la France était irréformable. Donc on comprend bien son projet qui est issu du hollandisme, qui est un projet de non-réforme. Voilà, c'est la continuité. C'est-à-dire qu'il pense qu'avec quelques séances de transcollective ou pensée printemps, ça suffira. Évidemment que ça ne suffira pas. Vous faites référence à Ségolène Royal, que vous connaissez bien. Ah oui, je la connais. Transcollective. Oui, mais c'était les séances, vous savez, un peu christiques de M. Macron. Non. Restons sérieux, on ne peut pas redresser la France, on ne peut pas gouverner, présider la France sans expérience, sans maturité politique, évidemment. Oui. Jean-Pierre Raffarin a beaucoup insisté sur ce point-là ce matin en défendant François Fillon, mais cette semaine, Emmanuel Macron va quand même rencontrer Angela Merkel à Berlin. Est-ce que ça vous gêne, cette rencontre? Non, mais c'est parfaitement normal. Elle est très fâchée contre Fillon, il paraît, Angela Merkel. Non. C'est ce que mon petit doigt m'a dit, moi. Elle m'a dit que... Le fait de toutes ces affaires, ça lui déplaisait, ça l'a gêné un peu. La question, elle sait parfaitement avec M. Schwabel que c'est François Fillon qui redressera la France. Et l'Allemagne a besoin aussi d'un partenaire qui soit un partenaire fiable, qui soit un partenaire qui soit fort, qui soit résistant. Voilà, maintenant que Mme Merkel rencontre tel ou tel, ce n'est pas le problème. Richard Ferrand, qui est un très proche d'Emmanuel Macron, a un petit peu ironisé hier sur l'affaire des costumes. Il a dit « Mon candidat à moi, Emmanuel Macron, au moins peut s'acheter ses costumes lui-même ». Qu'est-ce que vous lui répondez ? Écoutez, je ne lui réponds pas, je lui réponds simplement sur le fond. Comment est-ce qu'un candidat à la présidence de la République, sur le sol étranger, en Algérie, peut-il accuser son propre pays du pire crime, du crime contre l'humanité? Comment ce même candidat, en même temps, prétend que la culture française n'existe pas? C'est-à-dire qu'il nous accuse du pire et en même temps, il nous arrache le meilleur. Comment peut-il être candidat à la présidence de la République, franchement? Est-ce que vous condamnez cette caricature qui a été diffusée sur les réseaux sociaux par les Républicains, qui représentait Emmanuel Macron en banquier avec un nez crochu? Elle a été depuis retirée. Pourquoi ça a été diffusé? Qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment que c'était une faute majeure. Et d'ailleurs, Bernard Accoyer, François Fillon ont été extrêmement nets. Le salarié sera fonctionné. Maintenant, voilà, passons à autre chose. Bien sûr qu'il y a une faute. Mais n'instrumentalisons pas cette affaire. Franchement, on n'en a pas besoin dans le climat actuel de la campagne et de la France à d'autres fins. Il y a eu une faute. Elle a été dénoncée, constatée, et elle sera sanctionnée. Bruno Retailleau, si François Fillon est président de la République, la garantie d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale vous paraît assurée? Elle est parfaitement assurée. On va signer. Majorité absolue, j'entends. Nous allons signer dans quelques heures un accord avec l'UDI. Oui, évidemment. Ça y est, c'est réglé maintenant, c'est bon. C'est réglé et elle sera. Ils sont fidèles. Oui. Finalement. Il y aura un accord qui sera signé. D'accord. Maintenant, j'observe que combien ni de Madame Le circonscriptions Pen, gagnables pour eux? un peu plus de 60.
voilà, entre 60 et 70. Mais Mme Le Pen n'aura aucune majorité. Et comment voulez-vous que M. Macron ait une majorité entre M. Madeleine et M. Robert Hue? Mais vous savez bien que Madeleine ne va pas briguer une circonscription. C'est impossible. Il n'aura pas. Comment voulez-vous qu'en quelques clics, il puisse sélectionner des candidats à la députation? Ça n'est pas sérieux. Donc il n'aura ni majorité pour lui et Mme Le Pen n'aura pas non plus de majorité. Vous êtes confiant sur ce point-là? Alors là, sur cette question-là, aucun sujet. Le sujet, c'est l'élection présidentielle. Il n'y aura pas de frondeur après, comme Hollande a eu. Non, parce que les centristes, ils ne sont pas tout à fait sur votre programme. Parce que le problème, pourquoi est-ce qu'il y a eu des frondeurs? Parce qu'il y a une grande tromperie de François Hollande. Il leur fait un discours au Bourget très à gauche, et ensuite, il change de braquet et il fait un virage à 180 degrés. Donc il y a eu un choc thermique très important. L'idée de François Fillon, c'est de rester clair, il a un cap, il n'en dévie pas. Une dernière question, Bruno Retailleau. La Cour de justice de l'Union européenne permet aux entreprises d'interdire le port de signes religieux. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? C'est une excellente nouvelle. C'est absolument une excellente Elle nouvelle. laisse la liberté aux entreprises, en fait. Bien sûr, c'est la liberté. Il faut protéger, notamment les lieux de travail. Les chefs d'entreprise n'en peuvent plus. Il y a beaucoup de harcèlement. Et encore une fois, notamment pour la question du voile et de ce genre de choses, sur la question de l'islam qui se radicalise, il est absolument clair que derrière ces signes, il y a en même temps un prosélytisme. C'est ça qu'il faut éviter dans l'entreprise pour éviter justement de troubler le climat. Il n'y a aucun doute que la justice française va convertir ça? Parce que là, c'est la Cour de justice européenne, c'est pas la CEDH. Absolument, absolument. Mais écoutez, en tout cas, c'est un bon signal. Et je pense que ça permettra. En tout cas, vous savez, François Fillon a toujours été très clair sur ces questions de laïcité. Il a même écrit un livre il n'y a pas très longtemps. Là-dessus, c'était les réponses de Bruno Retailleau à vos questions, chers internautes. Merci Mathilde. Merci Bruno Retailleau et bonne campagne. Merci Fréa.